Bonsoir à tous, bienvenue pour cette soirée Latitude en compagnie de Djad Hilal et Omar Youssef Souleyman, animée par Bernard Magnier. On sait que la rencontre en réel n'a pas de comparatif, mais dans cette période, on a voulu vous proposer malgré tout une rencontre sous ce format numérique. Donc, je remercie l'équipe qui m'entoure avec une mention spéciale pour Benjamin et Antoinette qui ont su maîtriser en quelques jours cet outil qui nous permet d'être ensemble ce soir. Je voulais vous apporter quelques petites précisions. Vous pouvez poser des questions à nos auteurs en utilisant la rubrique chat qui se trouve à la droite de votre écran. Nous ne pourrons pas partager de verre à l'issue de la rencontre. Donc, comme on va bientôt démarrer, ceux qui veulent préparer l'apéro, allez-y de suite. Et puis, on ne pourra pas non plus, avec notre partenaire, la librairie Guillaume, vous proposer une vente dédicace. Mais la bonne nouvelle du jour, c'est que dès samedi, vous pouvez courir chez vos libraires préférés pour vous procurer les 2 romans de Djad et Omar. Donc, je vous souhaite à tous une très belle soirée. Et Bernard, je te passe la parole. Merci. Merci Mathilde, bonsoir à tous, bonsoir Jade, bonsoir Omar. Bonsoir. Je suis très content de vous recevoir, je ne sais pas comment on dit, en tous les cas de vous voir tous les deux à distance. On a réuni ces 2 auteurs parce qu'ils ont, vous allez le voir, beaucoup de points communs. Omar Youssef Souleyman est né en 1987 en Syrie, un pays qu'il a quitté dans un premier temps pour l'Arabie Saoudite avec sa famille, où il a passé une partie de son enfance. Puis il est venu en France en 2012, il était journaliste en Syrie, il a quitté son pays pour les raisons qu'on imagine et dont on parlera sûrement. Il était poète, il écrivait en arabe, il a continué de poursuivre son écriture poétique en arabe, mais il est passé à la langue française pour 2 livres, un premier qui était un récit intitulé Le Petit Terroriste, et puis un second qui est davantage un roman et qui s'appelle Le Dernier Syrien. Tous 2 livres publiés l'un et l'autre aux éditions Flammarion. Djad Hilal est né également en 1987 dans une famille venue du Moyen-Orient, de la Palestine dans un premier temps, et puis très vite d'autres pays se sont greffés, des pays européens, mais aussi et surtout le Liban, mais aussi la Syrie. Autre point commun avec Omar. Jad est enseignant de littérature, il a été aussi journaliste, il a fait du journalisme, tout comme Omar. Et il a publié en 2018 un premier roman, mais plutôt récit, qui s'intitule Des ailes au loin, et un second qui vient de paraître en 2020, qui s'intitule Une baignoire dans le désert. Ces 2 livres sont publiés aux éditions Elisade. Alors peut-être ma première question à tous les 2, mais je commence par vous, Omar. Vous êtes venu en France, vous y vivez depuis 2012, vous avez choisi d'écrire en français. Pourquoi la France ? Il y a d'autres pays entre la France et la Syrie où vous auriez pu vous arrêter en chemin. Non, vous êtes venu en France. Tout à fait. En fait, je suis arrivé en France parce que je cherchais un pays qui protège les réfugiés politiques, qui protège surtout les écrivains, les journalistes. La France, je veux dire l'image de la France au Moyen-Orient, c'est le pays de la liberté d'expression, la liberté de la presse en général. Et je crois que c'était la raison principale pour laquelle j'ai choisi la France, bien que je ne parlais pas la langue française, je ne connaissais presque rien de la culture française actuelle, du système français, de la vie quotidienne en France. Mais la seule chose qui m'a motivé pour venir ici, c'était cette raison, c'est-à-dire la protection et la liberté. Parce que c'est ça ce qu'on cherchait en Syrie avant tout, vivre librement, écrire sans avoir un policier qui nous suivait à chaque moment. Ce qu'on a suivi en Syrie depuis toujours, en fait, depuis l'année 63, quand le Parti Baas a pris le pouvoir. Et la deuxième raison aussi pour laquelle j'ai choisi la France, c'était la littérature française, parce que j'étais, comment on dit, fan de cette littérature, surtout de la poésie de l'époque de Paul Éluard. Et la France, l'image de la France pour nous, pour les écrivains au Moyen-Orient,
c'est le pays de la littérature, le pays de la révolution littéraire, si on peut dire ça, par rapport aux surréalistes, les générations qui sont venues aussi après. Donc ça, c'est l'image de la France, c'est ça l'image de la France dans ma tête. Alors absolument, arrivé en France, on ne trouve pas tout de suite cette image, un peu traditionnelle, parce qu'on se dit d'étudier une nouvelle langue, des babies administratives, etc. Mais je l'ai découvert plus tard, une fois j'ai appris la langue française. Jade, pour vous, la France était là, à votre naissance, à votre portée immédiate, mais la littérature, peut-être pas. Par quel biais la littérature est venue jusqu'à vous? C'est par les professeurs, vous qui êtes professeur de littérature, est-ce que c'est un de vos aînés qui vous a donné envie de lire et d'écrire? Est-ce que ce sont vos parents? Est-ce que ce sont d'autres liens? Comment le lien Jade et la littérature, ça s'est tissé de quelle façon? Alors, j'aurais tendance à dire que c'est un lien qui s'est établi pendant l'enfance. Très jeune, je lisais beaucoup, mais de la littérature jeunesse classique, enfin, qu'un petit garçon peut lire un peu n'importe où, j'aurais tendance à dire. Là où je pense qu'il y a une petite différence, c'est que moi, à la différence d'Omar, j'ai toujours plus ou moins baigné dans la littérature française, mais qui n'était pas nécessairement classique, au titre qu'on pourrait l'entendre dans le cadre d'études littéraires, par exemple. Et c'est une littérature que j'ai étudiée ensuite dans le cadre de mes études, mais que j'ai jamais, pour être totalement franc, totalement admirée. C'est une littérature que j'ai jamais voulu forcément imiter, ou que j'étends à ma pratique, à moi de l'écriture en tout cas. C'est une littérature que j'ai toujours appréciée à distance, pour ce qu'elle disait, pour ce qu'elle pouvait refléter d'une époque en termes philosophiques, etc. Mais c'est quelque chose que j'ai jamais voulu pratiquer. Et la pratique de l'écriture est venue beaucoup plus tard, et par un biais complètement différent de celui de mes études de On lettres. va venir à cette venue à l'écriture, mais juste avant, c'est pas la littérature que vous goûtiez en premier. Et quelle littérature était élue à vos yeux? Moi, pour le coup, c'est vrai que depuis l'adolescence, je suis vraiment passionné, pour le coup, et pas seulement intéressé, comme dans le cas de la littérature française, de la littérature américaine, beaucoup. De la littérature du début du XXe siècle. C'est des auteurs que j'ai pour le coup vraiment admiré, et que j'ai même cherché à imiter dans mes premiers textes. Et voilà, je crois que ce qui me plaît le plus, c'est ce goût qu'on retrouve dans certaines littératures françaises, mais de manière un peu plus épisodique, dans la littérature américaine, de vraiment de la phrase juste, de la phrase simple, et ce souci un peu moindre de la belle formule, que j'appréciais beaucoup de cette littérature-là. Et puis la littérature arabe est venue un peu plus tard, pour compléter, je pense, effectivement. Omar, la venue à l'écriture, c'était quelque chose qui vous a accompagné très jeune, adolescent, ce sont des poèmes, ce sont des petits récits. Qu'est-ce qui vous a mis et qui vous a donné envie d'écrire et à quel moment vous avez commencé? En fait, je crois que c'est lié aussi avec l'éducation, absolument. Parce que j'étais éduqué dans une famille salafiste, radicale, fanatique, mais aussi était intéressé par la poésie ancienne arabe. C'est-à-dire, on était obligé d'apprendre cette poésie par cœur quand on était petit, et aussi la langue coranique, c'est-à-dire les sources de la langue arabe ancienne. Ça m'a toujours passionné de lire la poésie à l'époque. Et alors, honnêtement, non, en fait, je n'ai jamais imaginé que je serais un écrivain quand j'étais petit. Mais une fois, parce que j'ai passé une licence en Arabie Saoudite, où j'étais complètement différent. Et, un beau radical, j'étais attaché par l'idéologie d'Osama Ben Laden, d'Al-Qaïda, etc. Donc ça, c'est une autre histoire. Mais une fois qu'on est rentré en Syrie, j'ai étudié le bac scientifique, parce que ça aussi, c'était très intéressant dans la famille, d'étudier le scientifique pour qu'on se représente comme des gens intelligents. Parce que la littérature, c'est pour les gens qui ont échoué dans leur vie. Ça, c'est un peu la tradition dans la famille. Ou même dans pas mal, à peu près, presque dans la plupart de la société syrienne, je veux dire. Et après le bac,
j'ai choisi la littérature. C'est-à-dire, je pouvais aussi continuer ma vie dans la science, mais j'ai choisi la littérature parce que j'avais l'impression que c'est la seule chose qui pouvait me sauver de tout ce qu'on a vécu, de la radicalisation de l'enfance ou de l'adolescence, de l'islamisation, etc. Et voilà, j'ai inscrit la littérature arabe en série et j'ai continué ma vie d'étudier la littérature arabe. Et puis, j'écrivais de la poésie. J'avais plusieurs livres de poésie en série. En général, on ne choisit pas, à mon avis, souvent, on ne choisit pas d'être écrivain. C'est quelque chose plutôt spontané, afin d'exprimer ce qu'on n'arrive pas d'exprimer dans la vie quotidienne, par des autres manières. Par exemple, si je vais trouver ma place dans les dessins, j'aurais bien aimé dessiner pour exprimer moi-même, pour exprimer ces idées. Mais pour moi, la littérature, c'était toujours la meilleure façon pour exprimer mes propres idées depuis quand j'étais petit. Écrivain ou pas, ça m'égale. Vous voyez, c'est-à-dire, j'ai pas imaginé que je serais écrivain, mais j'ai écrit depuis quand j'étais petit. Voilà. Jade, la venue à l'écriture, c'est jeune, très jeune, la poésie, d'autres formes d'expression, plus tard, à quel moment? Ouais, alors, je vais être affreusement classique et voire même un peu cliché. Moi, j'ai commencé comme tout bon garçon un peu introverti par la poésie à l'adolescence. Donc, effectivement, j'ai commencé à écrire un peu de poésie à cette époque-là. Cela étant dit, la pratique de l'écriture, telle que je la pratique actuellement en tout cas, c'est venu de façon beaucoup plus tardive. Bon, ça doit faire 10 ans, quelque chose comme ça, où c'est devenu vraiment comment dire, une partie de ma vie. C'est-à-dire que c'est inclus dans ce que j'estime m'épanouir dans le quotidien. Donc, ça s'est inscrit dans mon calendrier avec des heures, etc., etc. Mais ça, c'est venu beaucoup plus récemment. Et je rejoins complètement cette idée, ceci dit, je suis assez d'accord aussi. En tout cas, j'ai un peu le même point de vue sur l'écriture comme étant quelque chose que on pratique parce qu'on n'a pas le choix. Je suis assez d'accord avec cette idée-là. Ça devient une partie de l'existence. Oui, en fait, c'est pas possible de faire autrement. Il faut que ça sorte et l'écriture est un bon moyen pour ça, effectivement. Alors, il faut que ça sorte et c'est sorti, chez l'un comme chez l'autre. Alors, on va regarder chacun vos deux livres. Je commence avec le livre de Omar, Le petit terroriste. Et alors, il s'agit d'un petit garçon syrien qui vous ressemble beaucoup, qui est élevé par un père salafiste, vous l'avez dit, radical. Et peu à peu, ce petit garçon va grandir et va prendre conscience et va rompre peu à peu avec ses racines, avec sa famille. Ce livre, comment est-il né? Il a eu une vie en arabe avant d'exister en français parce qu'il correspond aussi au changement de... Excuse, je m'excuse, Bernard, mais il y a un problème technique. Ils viennent me dire que je dois bouger vers l'autre pièce parce qu'il y a beaucoup de bruit dans le micro. On t'entend très mal, effectivement. Oui, donc je vais bien entendre les questions. Mais bon, dans l'autre. Ouais. Okay. Peut-être je peux passer la parole à Jade pendant ce temps-là. Et Jade, des ailes au loin. Alors là, on est dans un récit qui pas un récit autobiographique, mais enfin qui est familial. Hein. Il s'agit du récit de 4 femmes, de l'arrière-petite-fille à l'arrière-grand-mère, l'arrière-grand-mère à la... Et ces 4 femmes vont se succéder, prendre la parole successivement, chacune ayant un chapitre, chacune ayant une voix. Ces 4 femmes, elles appartiennent à des photos de famille que vous avez autour de vous, c'est vraiment la famille, ou ce sont des personnages inventés, ou un mixte de réalité et de personnages imaginaires. Alors, ce roman Des ailes au loin part du témoignage de 4 femmes qui sont des femmes de ma famille. Ce sont les femmes qui m'ont élevé dans tous les sens du terme, pour ainsi dire. Donc, l'origine du texte est liée à une envie de comprendre mon histoire familiale, comme peut-être beaucoup d'entre nous. Je suis arrivé à un âge tardif et je me suis rendu compte que je ne connaissais pas grand-chose de ma famille.
Donc, si vous voulez, l'origine du texte est celle-là, c'est-à-dire de connaître quelle était l'histoire de cette famille-là. Après, ça a constitué le squelette, disons, du roman, les dates et puis les faits historiques, disons. Mais ça ne suffit évidemment pas à faire un roman, ou voire même un texte littéraire. Donc il y a eu un travail ensuite de psychologisation peut-être, de transition. Et puis c'est intéressant, mais c'est peut-être une question qui ouvre certaines perspectives aussi. C'est quand on recueille des témoignages, il y a ce qu'on nous dit et puis il y a ce qu'on nous dit pas. Et je trouve que voilà, la littérature s'immisce parfois dans les silences, et on peut faire des choses assez intéressantes justement à partir de ces non-dits. Donc voilà. C'est facile d'écrire sur sa famille, écrire sur des gens qui sont à côté de vous, qui sont vivants et qui peuvent vous lire, ou en tous les cas avoir connaissance de ce que vous avez écrit sur eux. Disons que il y a eu un aspect positif, c'est que moi j'ai toujours été à distance, donc je suis pas vraiment comme Omar. C'est-à-dire, moi je suis au contraire, j'ai été très préservé. J'ai vécu en France, je suis né en France, j'ai pas connu ni l'exil, ni la guerre, ni le patriarcat en tant que tel. Et donc faire ce texte-là, ça a été une manière d'appartenir à cette famille-là. Donc de ce point de vue-là, il y a eu un effet positif qui est que ça a débloqué certaines problématiques, ça a libéré la parole. L'aspect peut-être un petit peu plus problématique, c'est qu'effectivement, une fois que le texte est écrit, il faut le faire lire. Et puis, ça peut être accepté de façon plus ou moins diplomatique par les personnes en question. Est-ce qu'il faut le faire valider d'une certaine façon? Est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre? Oui, alors après, moi je vais dire quelque chose d'un peu sec comme ça, mais je trouve que tout en étant bienveillant, il faut quand même préserver, je pense, l'égoïsme de la littérature. C'est-à-dire que c'est un espace de liberté tel qu'on en connaît peu, malheureusement, dans nos sociétés actuelles. Et il y a un moment ou un autre, je pense que quand on écrit, il faut se ficher de ce qu'on peut penser. Voilà. Je fais ce que je veux. À moins. Ah, pardon? Je fais ce que je veux, j'écris ce que je veux d'une certaine façon. Ouais, dans la limite, évidemment, où ça ne heurte pas les personnes et que les personnes ne sont pas nommées et qu'il n'y a aucun lien qui puisse être fait avec elles. Voilà. Je reviens donc, puisque vous êtes dans un nouveau décor, je reviens à la question initiale de tout à l'heure. Donc, le petit terroriste, votre premier récit, c'est ce petit garçon syrien qui vous ressemble beaucoup. Le jeu du petit syrien, c'est vous. Il n'y a pas d'intermédiaire entre ce personnage qui dit je et vous-même. Tout à fait. En fait, c'est un récit. Je veux dire, c'est une vraie histoire dans ce que j'ai vécu en Arabie Saoudite. Absolument, j'ai seulement changé les noms des personnages. J'ai changé parce que je parlais de ma famille. Vous parlez tout à l'heure sur écrire sur sa famille. C'est une grande question. Est-ce qu'on a le droit d'écrire sur les vivants ou pas? Je crois aussi la distance que Jad a dit. Je le rejoins là-dedans. La distance crée un sort d'inspiration pour écrire. C'est-à-dire, si j'étais toujours en Syrie, je crois j'aurais peut-être pas écrit cette histoire, au moins par la même manière, comme si j'étais déjà en France. La raison pour laquelle j'ai écrit ce roman, c'était après les attentats de Charlie Hebdo, car j'étais à Paris pour la manifestation à la place de la République. Et je me posais cette question. En fait, cette époque de l'Arabie Saoudite où j'étais radical, où mon rêve à l'époque faisait un attentat ou aller au paradis pour rejoindre Osama Ben Laden, c'était l'exemple de ma vie, comme beaucoup de jeunes en Arabie Saoudite, comme beaucoup d'adolescents en Arabie Saoudite. Car vous savez, quand on est adolescent, on a besoin d'un exemple dans sa vie, un guide. On a besoin de quelqu'un qui nous protège. Et dans cette société de haine, de violence, d'agression, de racisme en Arabie Saoudite, j'avais besoin de cette protection et face à la peur. Alors, après les attentats, j'étais tellement radical. Je suivais Osama Ben Laden. Je voulais aller en Afghanistan pour faire le djihad, porter un Kalachnikov. C'était une sorte d'action aussi en tant qu'adolescent.
Et ce qu'il m'a, je veux dire, pas encouragé, mais ce qu'il m'a poussé pour avoir ces idées, c'était tout ce qui nous entourait à l'époque, dans la rue, à la maison, à l'école, à la télé. Tous ces lieux nourrissaient cette idée de radicaliser. Parce qu'Osama Ben Laden était représenté à l'époque comme un héros qui va sauver le monde arabe de la violence, de l'occupation, etc. Après, les attentes. Alors, cette histoire, c'était oublié pour moi. À peu près parce qu'après, j'ai quitté la religion, je suis devenu athée, etc. Après, la vie continuait. La guerre syrienne commence. Je sors de la Syrie, je me trouve en France. Toujours cette histoire a été oubliée. Et l'attentat de Charlie Hebdo a réveillé quelque chose en moi parce que je me posais cette question le soir de la manifestation. Si j'étais pas sorti de cette idéologie de l'islamisation, est-ce que j'aurais été parmi les tueurs ce matin? C'est une grande question, une question difficile qu'on se posait. Et j'ai décidé d'écrire cette histoire parce que je l'avais besoin, au moins pour moi-même, pour comprendre de quel monde je viens, pourquoi j'étais radical, dans quel monde on vivait dans le monde arabe. Et c'est malheureusement toujours le cas, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'adolescents qui sont en train d'être radicaux dans le monde arabe. Peut-être aussi par rapport au titre, pourquoi je l'ai appelé le petit terroriste, c'est parce que c'était pas un vrai terroriste. Par exemple, un adolescent qui radicalise, qui choisit ce chemin, ce n'est pas par une manière ou une autre, il ne sait pas ce qu'il fait. Il cherche une sorte d'existence. Donc, il a besoin d'une sorte de tendresse, il a besoin d'une sorte de protection. Ce qu'on se vit aujourd'hui en France par rapport à pas mal des jeunes qui sont en train par exemple, ces dernières années, on a environ, je parle de l'époque de Daesh, on a environ 1200 djihadistes qui sont allés en Syrie et la plupart d'eux, ils étaient dans les vingtaines d'années. C'était entre 20 et 25 ans, ou même plus jeunes quand même. Donc, face à cette horreur, on a besoin d'abord comprendre pourquoi ils font ça et pour trouver une solution. Donc, la situation en France, absolument, c'est pas la même en Syrie. C'est-à-dire les raisons pour lesquelles ils radicalisent ces jeunes, c'est pas comme en Arabie Saoudite ou en Syrie, parce que là-bas, on subit de beaucoup de choses. On a des régimes dictateurs, fascistes, totalitaires. On a les polices qui contrôlent tout. On a une sorte de pauvreté culturelle avant tout, malheureusement. Mais retrouver ça en France, ça m'a aussi choqué. Et parce que ça m'a fait penser à cette histoire. Donc, j'avais besoin d'écrire. Omar, quand vous avez voulu écrire ce livre, à ce moment-là, vous veniez d'arriver en France, il n'y avait pas très longtemps. La langue dont vous disposiez pour l'écriture, c'était l'arabe. C'est vrai, oui. Alors, comment ça s'est passé, cette transition entre l'écriture en arabe et une écriture, celle que nous connaissons en français? Parce qu'en fait, ce livre, je l'avais écrit en arabe au début, en 2000, juste après les attentats. En 2015-2016. Et ensuite, je cherchais un traducteur. Alors, c'était absolument. D'ailleurs, il y a l'interdit. J'étais persuadé et sûr et certain que ce livre ne va pas sortir dans le monde arabe parce qu'on a toujours des tabous. Critiquer le Coran directement, critiquer l'islam dans un texte littéraire ou pas, le livre ne va pas sortir, ne va pas être publié. Donc, ça m'a beaucoup moins motivé d'écrire en arabe, mais je n'avais pas une autre langue à écrire. Ensuite, je cherchais un traducteur, une traductrice pour ce livre. Et pendant cette recherche, j'ai rencontré mon éditrice, qui est toujours mon éditrice, c'est Louise Zanon, chez Flammarion. Et elle avait une idée que je pouvais créer mon propre style dans la langue française. Alors pour moi, honnêtement, c'était tellement étonnant, parce que je n'ai jamais imaginé que je pouvais écrire en français. Alors à l'époque, j'arrivais à écrire quand même, j'arrivais à parler, etc. J'arrivais à pratiquer la langue française, mais pas au point d'écrire un roman quand même. Mais elle m'a proposé cette idée et je l'ai trouvée vraiment émouvante et mérite l'aventure. Écrire dans la langue de Paul Éluard, mon poète préféré. Et donc j'ai passé les mois suivants où j'ai réécrit le roman à nouveau, c'est-à-dire je ne l'ai pas traduit de la langue arabe en français parce que penser dans une nouvelle langue, c'est pas pareil. Une fois qu'on arrive à écrire dans une langue qui n'est pas la sienne, on change beaucoup de choses automatiquement. C'est pas parce qu'on adresse au lecteur seulement, au lecteur français, parce qu'absolument adresser au lecteur arabe, c'est pas pareil, surtout pour un sujet
comme l'Arabie Saoudite, comme le Coran, comme le milieu de l'Arabie Saoudite, comme cette société qui est tellement connue, il faut ajouter pas mal de choses pour le lecteur français. Mais c'est pas ça le plus important là-dedans, par rapport au style, je voudrais dire. Le style change selon de l'auteur. Et je crois que c'est une richesse. Ce que j'ai vécu et ce que je vis toujours, pour moi, c'est une richesse. Euh, que je suis venu d'une langue, d'un autre univers, d'une autre culture, de la langue arabe, vers la langue française, où je vis pas depuis très longtemps. On arrive, c'est-à-dire, on arrive à intégrer certaines expressions dans cette langue, même parfois la construction des phrases, certains vocabulaires, des images, des métaphores dans cette nouvelle langue. Voilà. Et après, voilà, j'ai passé les mois suivants où j'ai réécrit le livre et il est sorti. Voilà. Et depuis, j'écris en français. Et c'est pour ça que vous êtes avec nous ce soir. Heureusement, j'ai de la chance. Jade, les 4 personnages, on l'a dit, appartenaient à votre famille, vous êtes très, très proches. Alors, pour le suivant, le deuxième livre, Une baignoire dans le désert, il y a une rupture absolue, c'est que là, vous allez vers l'imaginaire, vous allez vers le romanesque, vous allez vers le fictionnel. Alors, il s'agit, là encore, à nouveau, d'un jeune garçon qui s'appelle Adèle. Ses parents viennent de se séparer. Il vit, alors, alentour, autour de lui, il y a un conflit, une guerre. Il est entouré par une zone de conflit. Il n'a pas d'amis, ou plus exactement, il en a 2, mais ce sont des amis un peu étranges, rares, puisqu'il s'agit de 2 insectes. L'un, c'est un scarabée géant qu'il prénomme Darwin. Alors ça aussi, c'est assez rare. Hein. Les scarabées qui se nomment Darwin, c'est très très rare. Et puis un deuxième qui s'appelle tardigrade parce que c'est un tardigrade. Donc tardigrade, on peut chercher, c'est un animal extrêmement résistant qui résiste à tout. Alors d'où est née cette espèce de fable Alors le jeune garçon, on peut le voir venir, mais les deux scarabées, là, les 2 insectes et les 2 amis. Alors, c'est né dans un… Effectivement, c'est vrai que à chaque fois qu'on m'en parle, je me dis, j'ai du mal moi-même à me dire comment est-ce que cérébralement ces images ont pu arriver. Enfin, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu il y a quelques temps le témoignage de ma tante qui était en Syrie, donc pendant la guerre, hein, bien sûr, et qui est partie pour s'installer avec mon cousin en France. Et qui racontait que il y a eu un moment où elle avait dû partir de la maison et parce que il y avait un impératif et lorsqu'elle est partie, en fait, la guerre s'est propagée et la rue a été condamnée par des militaires, ce qui fait que mon cousin, qui avait à peu près un peu plus de 10 ans, s'est retrouvé seul chez lui pendant la guerre. Et à partir de là, je me suis posé la question de bon, bah voilà, qu'est-ce que c'est que être un enfant en temps de guerre? Et c'est une question que je m'étais déjà posée dans le cadre des Ailes au loin, puisque ma sœur m'avait raconté cette phrase que j'ai trouvée assez passionnante, que quand on est un enfant, on voit la guerre à travers le regard des autres. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. Je me suis demandé, voilà, comment est-ce qu'un enfant, dans ce cadre-là, peut vivre la guerre. Et l'histoire d'Adèle, c'est justement celle-là. L'histoire d'un enfant qui, eh bien, à son échelle, va essayer de tenir le coup dans un contexte qui est difficile, qui est celui de la guerre civile, donc. Et comment faire ça? Eh bien, étant solitaire, il doit s'inventer des amis, puisqu'il n'en a pas. Et tant qu'à faire, eh bien, je me suis dit qu'il pouvait être drôle qu'il s'invente des amis qui soient le plus résistants possible, plus résistants que des êtres humains. Donc 2 insectes imaginaires, Darwin et tardigrade. Alors là où peut-être que c'est peut-être important, c'est que c'est également, et c'est surtout d'ailleurs, j'aurais tendance à dire, une réflexion sur l'enfance. Alors en temps de guerre, mais plus généralement sur l'enfance. À savoir, eh bien, comment est-ce que l'enfance est souvent définie par le regard des autres. Et pas tellement par rapport à ce qu'on pourrait envisager comme étant une chronologie, c'est-à-dire, ben voilà, on est enfant, on grandit, puis on devient adulte. C'est souvent des représentations. Et ça m'intéressait de voir comment ces représentations, en temps de guerre, elles pouvaient être complètement remises en question. Et je me suis souvenu, pour écrire ce bouquin, de certaines
anecdotes que mon père me racontait pendant la guerre civile au Liban et il me disait, par exemple, qu'effectivement, c'était des adultes, c'était des gens qui avaient 20 ans passés, mais qui se bagarraient quand ils s'ennuyaient, qui voilà, se faisaient peur exprès. Des grands-enfants. Pardon ? Des grands-enfants, donc. Des grands-enfants, oui. Il y a quand même eu des histoires de dingue. Il m'a raconté une fois qu'il y avait quelqu'un dans leur équipe qui était, enfin, dans leur milice, qui était un peu froussard. Et il s'était amusé à lui faire croire qu'il y avait eu une dispute dans une autre pièce et ils étaient ressortis avec un sac de patates en leur faisant croire que c'était un corps qu'ils étaient en train de tirer et le type s'était évanoui. Enfin, ouais, c'est vraiment des histoires qu'on peut se raconter comme enfant. Et à l'inverse, eh bien, mon cousin, qui avait 10 ans, il était attendu de lui qu'il se comporte comme un adulte au moment de l'exil et pendant la guerre, puisque sa mère ne parlait pas anglais et que lui parlait anglais, et que c'était un garçon, un homme, enfin, même si c'était un petit garçon, c'était un homme. Donc voilà, dans un temps de guerre, ça m'intéressait de voir comme ces catégories d'enfants et d'adultes peuvent être complètement chamboulées. Alors Omar, je reviens vers vous avec le deuxième livre. On va quitter le petit terroriste qui a donc rompu avec sa famille, avec sa religion, avec son pays. Et puis vous êtes devenu celui que l'on voit aujourd'hui devant nous. Et vous créez un deuxième roman, mais cette fois c'est un véritable roman, ou en tous les cas vous allez me le préciser. Vous avez là aussi 4 personnages qui sont ensemble. Ils sont ensemble parce qu'ils ont un même idéal. Ils veulent un idéal de révolution, de rébellion par rapport au régime en place, qui est le régime syrien. Le titre l'indique clairement, le dernier syrien. Alors ces 4, il y a Youssef, il y a Mohamed, il y a Khalil, et puis il y a une jeune femme qui s'appelle Joséphine. Alors les 3 premiers, là, le trio d'hommes, si vous deviez nous les présenter. Oui, d'abord, en fait, justement, comme vous avez dit, Bernard, la différence entre ce livre et l'autre, Le Petit Terroriste. Alors, le dernier séance, je veux dire, c'est un sort d'inspiration autobiographique, c'est-à-dire ce qu'on avait vécu en Syrie. J'ai regroupé toutes les histoires, ou la plupart des histoires dont on a vécu, dans ce livre, où je raconte ces histoires à travers ces personnages. Les trois hommes, et là je rejoins Jade aussi, qui m'a fait penser dans une autre histoire sur la guerre, qui peut en beau vivre des anecdotes. Et ces anecdotes, je les ai intégrées dans ce livre, Le Dernier Séance. Par exemple, quand dans la nuit, ils tirent chacun contre l'autre, les alaouites contre les sunnites et l'inverse. Une fois quand l'électricité coupe, on n'a plus de lumière, on s'ennuie à la maison. Ils sortent sur le balcon avec leur kalachnikov, leur pistolet, ils tirent n'importe où. Donc quelqu'un qui va mourir, quelqu'un qui va être blessé. À quel point la guerre, ça peut être vraiment absurde. C'est-à-dire, il n'y a pas de sens de tirer, on ne sait pas vers qui on tire. Une fois la lumière revient, tout le monde descend ou salue de leur balcon, ils boivent du thé ensemble, les alaouites et les sunnites sont vraiment des amis, il n'y a aucun problème, et tout le monde, comme on dit, insulte le gouvernement parce qu'il coupe l'électricité. Alors, une fois l'électricité recoupe, il revient chacun chez soi, il tire chacun contre l'autre. Donc, alors, par rapport aux personnages, Youssef, il représente une partie de la jeunesse syrienne où je veux dire qu'ils sont un peu têtus, ils sont un peu rebelles, un peu radical, pas radical dans le bon sens, bien sûr. Lui, sa mère l'a appelé Youssef parce qu'elle était fan du prophète Youssef, qui s'appelle Jacob, je crois, dans la Bible. Et c'est parce que je dis son nom dans la Bible, parce que c'est la même histoire. Youssef, c'était le prophète le plus beau parmi tous les prophètes. Toutes les femmes étaient fans de lui, étaient amoureuses de lui. C'était un ange, comme on dit dans le Coran. Et sauf que Youssef, dans le roman, il était homosexuel, c'est-à-dire il s'en fout si les femmes l'aiment ou pas. Et son problème, je veux dire, pas son problème, son côté rebelle a commencé à travers son vrai nom ou à travers cette histoire. Après, Youssef, elle était engagée, elle était photographe dans la Révolution. Et il avait un amant qui n'était pas tellement engagé, c'était un peu compliqué, Mohammed. Et Mohammed aussi représente une autre partie de la jeunesse syrienne. C'est ceux qui ne croient pas à la révolution, mais en même temps
ils veulent renverser le régime. Pourquoi ils ne croient pas à la révolution? Parce qu'ils avaient peur de la violence. Ils avaient peur on va aller dans une guerre civile où le pays va être détruit. Finalement, Mohammed, il avait raison, d'une manière ou une autre, mais Youssef aussi, il avait raison. C'est-à-dire, on ne peut pas dire parce qu'il y avait des révolutionnaires, des gens qui révoltent sur terrain pour renverser un régime fasciste et qui utilise toutes les possibilités de violence contre eux et contre tous les civils, c'est-à-dire que ce n'était pas leur faute. Et en même temps, sur l'autre côté, ils avaient raison aussi. Alors personnellement, j'étais du côté de Youssef à l'époque, c'est-à-dire je n'acceptais jamais l'idée qu'il faut baisser les bras, il ne faut pas révolter parce que c'est un régime fasciste et personne ne va nous aider. Le troisième personnage, c'est Khalil, c'est lui l'amoureux c'est aussi le type, comment dire, sympa, tellement engagé, mais il n'a pas des idées profondes. Il était amoureux de deux personnages principaux du roman, qui était une femme, qui s'appelle Joséphine. Et Joséphine, elle regroupe ces jeunes autour d'elle. C'était l'icône de la liberté, de l'espoir syrien. C'était la Syrie pour moi. Et à travers ce personnage, j'ai intégré la plupart des femmes dont j'ai rencontré pendant cette révolution. Parce que la révolution syrienne, il faut le dire, elle était créée par des femmes. La plupart des manifestations, des photographes, des révoltants étaient des femmes. Sauf qu'on ne parle pas trop de ça dans le média, malheureusement. Donc Joséphine, c'était le personnage fort et tellement rebelle. Alors, qu'est-ce qui unit tous ces jeunes? Juste un mot, Omar, sur Oui. le choix du prénom, Joséphine, qui n'est peut-être pas le prénom le plus répandu pour une femme en Syrie. Oui, parce qu'en fait, Joséphine, c'était, on ne sait pas ce que c'est son vrai prénom. Elle était cachée derrière son prénom. Et la plupart de nous, honnêtement, en Syrie, on avait des faux prénoms pour éviter d'être arrêté par la police. Et elle était fan de Joséphine Baker, aux États-Unis. Et aussi, j'ai gardé son faux prénom parce que pour elle, Joséphine aussi, c'est pas un prénom ni chrétien, ni musulman, ni arabe, ni pas. Joséphine, c'est un prénom tellement international. Et elle aime être ça, elle aime l'égalité, je veux dire, internationale. Elle aime être, par une manière ou une autre, une citoyenne du monde. Donc ça, c'est la signification de son prénom pour elle, pas pour moi. Et donc, ce que j'aimerais bien aussi dire, c'est ce qui unit ces groupes ou ces jeunes, c'est pas seulement la révolution, mais d'ailleurs, ils n'avaient aucune expérience politique auparavant. Ils étaient des rêveurs et des rêveuses. Ils rêvaient de renverser un régime où il avait beaucoup de réseaux internationaux et ils n'ont pas cru que ce sera impossible de renverser le régime de Bachar al-Assad et ce qu'on a vécu vraiment en Syrie. Là, je pense à une phrase de l'écrivain américain, absolument Jad, vous le connaissez parce que c'est américain, écrivain américain, vous êtes fan de la littérature américaine, Mark Twain, qui dit ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. C'est vrai, pour ces jeunes, ils ne savaient pas que c'était impossible. Alors, par rapport, pour l'autre génération, par exemple, la génération de mes parents, c'était tellement absurde de manifester contre ce régime parce qu'on serait tous écrasés et il n'y aura pas de résultat. Je me souviens, ma mère m'a dit ça avant la première manifestation, sauf que nous, on n'arrive pas à croire à ça parce que la révolution, c'était comme un rêve, et on était complètement fou, on était complètement ivre de ce mot. La révolution, être manifestée, c'était un sort de l'existence. Pendant cette année, par exemple, en Syrie, je n'ai rien écrit et c'était hors de question, c'était pas du tout intéressant pour moi. Le plus important, c'est renverser ce régime et reconstruire pour la première fois son pays, parce que c'était la première fois dans toute notre vie où on se sentait comme des citoyens ou comme des êtres humains sur notre propre territoire. Alors, pardon, je vous en prie. Non, je voulais interroger Jade sur faire un petit peu un lien. Dans une baignoire dans le désert, on a fait connaissance tout à l'heure avec Adèle, avec ses deux compagnons insectes amis, un petit peu les substituts des amis qu'il n'a pas dans la vie. Alors, il est dans ce monde, enfin, vous le mettez dans ce monde irréel, mais en même temps, il est confronté au réel. Un petit peu comme cette baignoire dans le désert. Il est lui aussi une baignoire dans le désert, c'est-à-dire quelque chose de bizarre dans un lieu que l'on peut identifier. Vous l'associez avec... il a un téléphone portable qui va perdre, c'est-à-dire des objets bien concrets, bien réel. Il va être confronté, il va être dans un camp
il va être prisonnier d'une certaine façon. Il a des gardes qui sont à côté de lui, Marwan et Reda, et puis il y a un cher qui dirige et qui le guide un petit peu vers l'âge adulte. Ce passage, vous disiez tout à l'heure, l'enfant, il est confronté au regard des autres. Oui, mais ce regard, c'est le regard des adultes. C'est ça, Mhm. aussi ce que vous avez voulu montrer dans ce livre, c'est comment les adultes interfèrent dans la vie de l'enfant et l'emmènent dans des voies où il ne veut pas aller. Oui, oui, absolument. En fait, c'est intéressant parce que c'est vrai que quand on pose la question de est-ce que c'est réel ou fictif, ou est-ce que c'est la réalité ou c'est l'imaginaire, j'ai toujours tendance à penser qu'on fait déjà un choix. C'est-à-dire que ne serait-ce que de formuler la question présupposerait il pourrait y avoir une différence et que ça puisse être important. Et c'est vrai que Adèle, c'est un positionnement qu'on l'oblige à avoir, que les adultes l'obligent à avoir. Et il est pas possible pour un adulte qu'un enfant ne se décide pas quant au fait de est-ce que c'est un enfant ou est-ce que c'est un adulte. Et donc pour le Cher, à partir du moment où s'il doit faire confiance à Adèle, c'est en tant qu'adulte. Parce qu'il est entouré justement c'est pour ça qu'ils sont dans des réalités qui sont vraiment compliquées à combiner. Il est entouré d'hommes enfants. Et donc, il ne peut pas se permettre, enfin, c'est quelque chose qui, à la longue, le pèse, ce personnage-là. Donc, il a besoin d'avoir, au contraire, un enfant qui agit comme un adulte pour pouvoir lui faire confiance, pour être sûr qu'il n'est pas embrigadé, pour être sûr qu'il n'est pas influencé, qu'il n'est pas naïf. Et sauf que cette démarche qui est plutôt bénéfique, on pourrait penser au début, chez le Cher, elle s'exacerbe et ça devient il se glisse dans un rôle de mentor malgré lui, en fait. Et il veut forcer Adèle à devenir adulte. Et pour lui, devenir adulte, c'est impossible. Enfin, c'est catégoriel, quoi. C'est-à-dire que si on est adulte, on abandonne les amis imaginaires, on abandonne le fait de pleurer ses parents. Voilà. Donc, il le force à se positionner par rapport à ça. Et le grand combat d'Adèle, enfin, c'est un peu ce que enfin, comment dire, ce que je voulais défendre sur l'identité dans ce texte-là. C'est vraiment l'idée que parfois l'identité, c'est pas toujours un récit d'apprentissage. C'est pas toujours un enfant qui va vivre des expériences difficiles et qui va devenir adulte. Parfois, l'identité, c'est au contraire affirmer ce qu'on est et pas changer par rapport à son environnement. Et c'est le cas un peu d'Adèle. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai voulu travailler. Alors, Jade, autant le roman d'Omar est, dès le titre, situé, le dernier Syrien, on est en Syrie, ce sont Ouais. des opposants au régime en place, Mhm. Vous, le lieu reste flou, indécis. Bon, on se doute qu'on est plutôt du côté du Moyen-Orient. Les personnages s'appellent Adèle, Marwan, il y a un cher, il y a le désert autour, Mhm. mais il n'y a pas de localisation précise. Pourquoi ce flou géographique? Oui, eh bien, effectivement, je pense on a des objectifs différents sur ces textes. Ma première version, elle était ancrée géographiquement sur un lieu, enfin voilà, ça se passait en Syrie, effectivement. C'est quelque chose que j'ai enlevé au fur et à mesure parce que je me suis rendu compte que mon propos était plutôt de parler de l'enfance. C'est plutôt de ça dont je voulais parler. Et j'ai eu le sentiment en associant ça à un contexte, on aurait pu penser que c'était une question qui se posait dans un cadre particulier. Et je ne le crois pas. Je crois que cette question d'identité, d'enfance et d'âge adulte, c'est une question qui apparaît dans des réalités très vastes. La Syrie, en temps de guerre, mais aussi dans le quotidien qu'on peut vivre tous. Et donc, c'était une volonté vraiment voilà, d'orienter le texte sur la question de l'identité et de moins l'ancrer sur la problématique de la guerre et de la géographie, de la géopolitique de la région. Alors, il y a ça, effectivement, qui vous diffère sur le plan de l'écriture. En revanche, il y a beaucoup d'éléments qui font que vous méritez d'être ensemble. Vous évoquez l'un et l'autre des sujets graves et ô combien, et en même temps, vous utilisez l'humour.
vous avez recours l'un et l'autre à l'humour. Omar, au milieu de l'horreur qui est décrite, vous racontez des histoires drôles. Il y a des moments où il y a des boutades. Il y a ce besoin. L'humour est nécessaire pour faire passer l'horreur. Absolument. Oui, tout à fait. Parce que si on raconte, je veux dire, dans un récit ou dans un roman, on parle d'abord de la guerre. On parle de la guerre, on parle d'un événement tellement grave, tellement dur, tellement cruel. Personnellement, si on va raconter ça seulement d'une manière sérieuse, finalement, on va se suicider. Ça va être vraiment très dur, je veux dire, par le lecteur et même par l'auteur. Et d'ailleurs, pour l'humour, c'est quelque chose, ça fait plaisir, c'est une partie de la vie. Et il faut le dire aussi, parmi ces jeunes, ils étaient vivants. Et c'est pour ça, même, on a choisi sur la couverture de mon roman, nous sommes vivants malgré les ruines qui nous entourent. Parce que vous imaginez à quel point, pour ces jeunes, c'était dur à passer cette époque, mais ils n'ont pas gardé leur espoir ou leur humour, en conséquence. Omar, ouais. je résiste pas. Vous vous souvenez pourquoi il n'y a plus personne dans les rassemblements à Homs? C'est vous qui répondez. Parce que tout le monde, en fait, d'ailleurs, c'était une blague qui circulait beaucoup à Homs à l'époque. C'est parce qu'une fois qu'on a intégré la technique en direct sur les manifestations, en plusieurs chaînes, des grandes chaînes d'ailleurs, et tout le monde à Homs, ils ont quitté les manifestations pour aller à la maison et regarder eux-mêmes sur la télé. C'est-à-dire qu'ils ont abandonné les manifs, donc il ne reste plus personne dans les manifs. Voilà, c'est ça. Pour voir eux-mêmes sur la télé. Chez eux en espérant se voir à la télé. Voilà, tout à fait. La réponse. Jade, alors l'humour chez vous est peut-être moins frontal, plus crypté, plus diffus, plus caché. Vous allez même jusqu'à commencer par une contrepétrie. Oui, effectivement, oui. Justement, je suis assez d'accord avec Omar. La contrepétrie, elle est dans ce sens-là, même si ce n'était pas sur la question de la guerre. C'est l'idée que les personnages. Peut-être la contrepétrie. Vous voulez que je la dise, oui? Non, la phrase écrite, c'est « Derrière la colline, c'était le désert ». Ah, d'accord, vous en avez trouvé. Vous en avez trouvé une autre, alors. Celle-là, elle n'était pas prévue pour le coup. Bon. Alors, laissez-moi un moment. Ça va me prendre du temps, malheureusement. Non, elle n'était pas volontaire du tout, celle-là. Vous m'étonnez beaucoup. Derrière la colère, il y a le désir. C'est vrai. C'est bien ça. Merci. Mais non, l'intertextualité de cette conversation. C'est vous qui écriviez les livres, il me semble. Mais oui, effectivement, ouais, j'avais pas du tout ça en tête. Mais maintenant que vous me le dites, c'est vrai que c'est intéressant, quoi, effectivement. Je suis assez d'accord avec cette idée qu'a dit Thomas sur. Je trouve que c'est vrai que quand on écrit des choses sérieuses, c'est quand même important aussi de garder un genre de légèreté. Et puis, j'aurais aussi tendance à dire que, en fait, le rire, c'est pas toujours quelque chose de très léger. Parfois, c'est une réponse sérieuse à l'absurdité en place. Le rire, je trouve que c'est aussi un indicateur du degré d'absurdité d'une société. Quand il n'y a plus rien d'autre, quand il n'y a vraiment plus aucun sens, le rire exprime quelque chose, je trouve. Et il y a plein de philosophes qui parlent de ça. Il y a Bergson, par exemple, qui s'intéresse à cette question-là. Et c'est vraiment une manière de donner un sens, comment dire, de secours, en fait, quand il n'y en a plus autour. C'est très sérieux, le rire. Tout à fait. Il y a un élément qui vous rapproche également, c'est la présence de la littérature, singulièrement de la poésie, dans vos livres. Les poètes sont présents, ils sont cités. Omar, vous avez parlé tout à l'heure d'Aragon, mais vous citez, vous faites référence à Éluard, à Aragon. Jade, chaque chapitre est introduit par une phrase en exergue, et ce sont souvent des écrivains qui sont cités. Cette présence de la littérature, quel jeu joue-t-elle dans vos livres, selon vous, Omar ? Parce qu'en fait, peut-être la poésie, c'était la première écriture pour moi. Avant d'être romancier, si je peux dire que c'est romancier, parce que aussi c'est un grand mot, mais avant d'écrire des romans, j'écrivais toujours de la poésie et j'aime bien. Alors, le style poétique dans un roman, j'aime pas beaucoup. C'est-à-dire, j'aime pas un roman poétique.
mais j'aime bien intégrer des images ou des métaphores dans certains passages dans le roman, ou même parfois des poèmes, des petits poèmes dans un roman. Et alors, je ne peux pas m'échapper de la poésie parce que c'était le plus proche, et c'est toujours le plus proche pour moi d'écrire un poème. Mais c'est un autre art, c'est pas pareil pour un roman, bien sûr. Jade, la présence de la référence de vos aînés, de vos... Ouais, moi, c'est vrai que c'est une super question. Je pense que au-delà d'écrire un texte, quand on écrit, on dit de soi. Et ces inserts, que ce soit des citations ou des poèmes, c'est aussi une manière de dire voilà l'univers dans lequel je suis. Vous voyez, en tant qu'auteur, et pas que l'univers du texte. Et moi, c'est vrai que quand j'écris des textes, j'aime bien cette idée d'univers, c'est-à-dire que j'essaye de bâtir un univers qui comprend l'histoire, mais qui comprend aussi, au-delà de ça, une musique, des références à d'autres auteurs aussi. Parce que je trouve que c'est... J'écris des textes courts, mais j'aime bien qu'ils résonnent, en fait, en quelque sorte. Dans la notion d'univers, alors il y a la poésie, la référence, les citations, etc. Mais il y a le conte aussi. Et là, Ouais, beaucoup. peut-être cliché, mais le conte et le monde arabe font quand même excellent ménage. Est-ce que vous sentez cette filiation, vous la revendiquez, ou en tous les cas, vous en êtes conscient? Je la revendique pas, parce que je ne revendique pas de littérature en particulier, mais par contre, j'en suis effectivement conscient. Je crois que le mot conte, en fait, enfin, il définit un style littéraire, mais au-delà de ça, c'est aussi une approche du réel et de l'histoire, voilà, plutôt de l'histoire. C'est-à-dire que je trouve que dans le conte, il y a quelque chose de très fort au sens où euh, c'est au-delà de l'intrigue. Ça instaure aussi une émotion, une atmosphère, une couleur. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Parce que c'est vrai que, alors peut-être que là, il y a une petite différence aussi par rapport à Omar, mais dans mes textes, en tout cas, la frontière entre poésie et roman, elle est très poreuse. Parce que j'aime beaucoup ne pas tout dire, et j'aime beaucoup aussi comment dire, enfin créer une genre de mélodie au-delà de l'histoire racontée. Et je pense qu'on peut le faire dans un roman, c'est simplement que je pense que ça envahit beaucoup plus mon écriture, au sens où je trouve de plus en plus d'ailleurs, un peu aérienne, un peu courte. J'écris de plus en plus court, je dis de moins en moins. Et c'est un peu l'image de, enfin comment dire, si ça devait être une pièce, ce serait peu de meubles et beaucoup de coussins, en fait. D'accord. Jolie métaphore. Omar, le conte et vous, c'est quelque chose qui est présent, qui est avec vous quand vous écrivez? Tout à fait. Par exemple, dans mon dernier, dans le dernier série A, j'ai intégré des contes historiques, ce qui m'intéresse beaucoup, j'ai essayé d'intégrer l'âme du Moyen-Orient de l'époque dans ce livre, c'est-à-dire dans un style français. Je ne sais pas si j'ai réussi ou pas, parce qu'aussi je veux dire, la littérature arabe à l'époque, on avait de la poésie, c'était la base bien sûr, mais aussi il y avait les contes. Il n'y avait pas le roman est arrivé beaucoup plus tard dans le monde arabe, est arrivé dans les années. Le premier roman a été écrit dans les années 1920, donc c'est vraiment tard. Et les romans, c'était encore pas le style romanesque, c'était le style très poétique dans un roman. Alors, ce qui m'intéresse beaucoup dans un roman, avant tout, c'est l'histoire même, qu'il soit vraiment solide, qu'il soit forte. Après, on peut ajouter, comme si on ajoute des bijoux sur le roman, ça va être beaucoup plus beau. Mais il faut vraiment savoir dans quel chapitre, dans quelle phrase et par quelle manière on peut ajouter ça, parce que sinon, pour moi, le texte, la langue, c'est le plus important dans un texte littéraire, soit un roman, soit un poème. Alors, quand je dis, j'aime pas aller très loin dans la poésie dans un roman afin que ce soit très bien, très mélangé. Ça,
Alors, mais par rapport aux contes, par exemple, il y a le personnage Mohammed dans le roman, qui était aussi homosexuel, mais il les était beaucoup. Il ne savait pas s'il est homo, parce qu'il avait aussi des histoires avec des femmes, il était l'amant de Youssef, etc. Il étudiait l'histoire et il était intégré dans l'histoire arabe. Il lisait beaucoup de contes, de Mille et une nuits, de beaucoup de livres, etc., sur l'homosexualité qui était beaucoup présente dans le monde arabe à l'époque des califes. Par exemple, Louater, il avait un amant, Al-Ma'moun, il avait des amants, Al-Amin, il avait aussi des amants. Et c'était tellement étonnant pour lui, parce qu'on écrivait sur ça à l'époque. Et même les califes ou certains califes, ils écrivaient de la poésie sur leur amant. Et c'était courant et c'était permis, c'était pas interdit. Alors, Mohammed, il se posait toujours cette question, pourquoi ça est devenu interdit dans notre époque? Alors, j'ai profité de ça. Alors, c'était interdit, bien sûr, pour plein de raisons. C'était des raisons religieuses et politiques. Mais j'ai intégré des anecdotes de l'histoire, ou même des anecdotes contemporaines de notre époque aussi. Parce que ça aussi, en fait, quand on sort un peu de l'histoire, c'est comme si on fait un pique-nique un peu loin parce que parfois l'histoire, c'est jeune un peu lecteur, oui, ça a répété, etc. Mais si quand on fait un pique-nique, on prend un bout d'air, d'ailleurs, dans une autre histoire, c'est tellement agréable. Mais il faut vraiment faire très attention qu'on va pas très loin. C'est ça l'idée, vous voyez. On prend un bout d'air, on filme le club, après on revient vers l'histoire, on revient à l'intérieur, dans l'immeuble, dans la pièce de Jeanne. Voilà, il y a beaucoup de coussins et machin. J'ajoute. Alors peut-être la dernière question, parce qu'il y a quasiment une heure que nous sommes ensemble. Le Moyen-Orient est au cœur de la Syrie en particulier, pour vous, Omar, est au cœur de vos deux livres. Est-ce que c'est d'une certaine façon un devoir, peut-être une nécessité pour vous de parler aujourd'hui de la Syrie, et pour vous, Jade, d'une certaine façon, d'évoquer ce monde d'une façon plus large, que ce soit la Palestine, le Liban, sans forcément les nommer, parce que aujourd'hui, ces pays sont peut-être un petit peu oubliés. La guerre en Syrie est un petit peu passée de mode, si je peux employer cette expression. Il y a eu presque une forme de lassitude et donc d'oubli. Pour le Liban, hélas, l'actualité a rappelé très vite à nos mémoires, mais même déjà aujourd'hui, on a un tout petit peu oublié ce qui s'est passé l'année dernière au Liban et même ce qui s'est passé en septembre. Est-ce que votre rôle d'écrivain, c'est un petit peu de combler nos manques mémoriels à nous, lecteurs? Omar, Jade, choisissez qui veut répondre en premier. Vas-y, Omar, je t'en prie. Non, en fait, simplement pour moi, je crois, c'est naturel d'écrire sur la Syrie parce que ça fait partie de ma mémoire. J'ai vécu 25 ans en Syrie. Je suis d'origine, je suis passé presque toute ma vie en Syrie. Et alors, par rapport à la nécessité, je crois, à la littérature en général, on peut archiver, c'est la raison principale pour laquelle j'ai écrit ce roman, Le Dernier Syrien. Parce que ce qu'on ne raconte pas dans le média, on peut raconter dans la littérature, mais c'est-à-dire la mémoire humaine. Le média, on peut faire des reportages, des interviews, etc. Mais ce qui se passe derrière ça, du monde psychologique pendant la guerre, on ne peut pas le raconter dans le média. Et le roman, il peut archiver toute cette guerre par une manière pas si cruelle, mais si, au contraire, c'est magique. Alors, personnellement aussi, je crois que c'est normal d'écrire sur la Syrie ou sur le Moyen-Orient, parce que je crois que c'est vrai, on est sorti de la guerre, mais la guerre n'est pas sortie de nous-mêmes. Elle fera toujours une partie de nous comme des êtres humains, parce qu'il y a quelque chose qui était blessé à l'intérieur. Alors, je ne dis pas du tout que c'est malheureux ou triste, mais c'est normal, on s'adapte après à l'avenir, à une nouvelle vie, une nouvelle culture. Au contraire, on a de la chance d'être ici, mais ça veut dire pas que la guerre, on ne peut pas oublier la guerre, je crois. Jusqu'à aujourd'hui, par exemple, personnellement, j'ai perdu la plupart de mes amis en Syrie. C'est une sorte de fidélité vis-à-vis à eux, d'écrire sur eux. Ma famille est toujours en Syrie, etc. Et je crois aussi, ça c'est aussi un peu paradoxal, c'est que comme on n'est pas sorti de la guerre et la guerre n'est pas sortie de nous, mais aussi l'exil, en conséquence, ne finira jamais. C'est-à-dire, même si je rentre un jour en Syrie, je serai toujours exilé parce que ça fait environ 8 ans que je suis en France et j'ai beaucoup changé, j'ai appris une nouvelle langue, etc., etc. Et ma famille et les gens dont j'ai quitté en Syrie sont beaucoup changés aussi, mais par une autre manière, parce que la guerre change les gens rapidement.
Et la série aussi, que je connaissais, n'existe plus aujourd'hui. Donc, c'est un peu aussi absurde ou paradoxal d'écrire sur une série que je connaissais en 2011 qui n'existe plus aujourd'hui. Donc, les quartiers, c'est-à-dire les quartiers d'enfance où on était éduqués, on a grandi, où on a milité d'ailleurs, sont devenus des ruines, comme la vieille ville de Homs, par exemple. Et les gens ont changé. Donc, l'écriture, à mon avis, elle nous garde ou elle nous permet de résister contre le néant, simplement. Et absolument, je vais écrire sur la série parce que c'est ma mémoire. Alors, mais ce n'est pas, plutôt, ce n'est pas un sort de devoir, mais un sort de spontané. À mon avis, c'est quelque chose de spontané d'écrire sur le Moyen-Orient en général. Jeanne, sur cette notion de dette, de mémoire, de devoir, non? Oui, absolument. C'est intéressant d'ailleurs, cette histoire d'exil, Omar, tu dis si je rentre en Syrie. Oui, tu vois, parce que normalement, ça c'est aussi une grande question, parce que je ne sais pas quand je vais rentrer ou si j'aurai le droit de rentrer. Alors, on est là. Aujourd'hui, je n'ai pas le droit, je n'ai pas de passeport, ou même si j'aurai de passeport, dès que ce régime est toujours au pouvoir, je ne peux pas rentrer, parce que je suis condamné à mort là-bas. Mais une fois qu'on aura, on ne peut pas savoir, mais une fois qu'on aura la possibilité de rentrer, qu'est-ce qui nous attend là-bas? Oui, c'est ça. Oui, je suis d'accord. Après, c'est vrai que moi, je suis assez d'accord avec cette idée de. Je pense qu'en fait, il y a une double responsabilité. Il y a une responsabilité qui est liée à la pratique de la littérature, qui est une responsabilité émotionnelle, parce que c'est vrai que ces régions-là, on en entend parler par un chiffre, par un biais médiatique et donc souvent numéraire et donc souvent englobant sociologique, c'est-à-dire faut écouter les expressions qu'on utilisait, les flux migratoires, la crise migratoire, en fait c'est des expressions très déshumanisantes. Et je trouve que la littérature a ce rôle et ce devoir, je dirais, de réinscrire ces histoires-là dans des trajectoires individuelles et pas dans des trajectoires collectives et donc anonymiques. Et la deuxième raison, c'est que je crois qu'elle est aussi liée à notre faculté, nous autres êtres humains, à entrer en empathie. Enfin, je veux dire, il y a des études sociologiques qui ont montré que les gens étaient réfractaires à la migration dans les endroits qui étaient le moins exposés à la migration. Et en fait, je crois qu'on est malheureusement habité par cette peur de l'inconnu et que nous avons peur de ce que nous ne connaissons pas et que justement lire des témoignages de gens qui viennent de là-bas, c'est aussi une manière de les comprendre et de mieux les accepter dans la vraie vie. Parce que c'est terrible à dire, mais un personnage qu'on ne connaît pas ou qu'on ne comprend pas dans un livre, on ne ferme pas le livre. Alors qu'on le fait parfois dans la vie. On ferme notre porte, mais on ne ferme pas la page, quoi, en quelque sorte. Et donc, je pense que la littérature peut être un intermédiaire pertinent, justement, pour repenser notre rapport à l'autre. Merci beaucoup à tous les deux pour vos mots que vous avez ajoutés à vos pages. C'est toujours éclairant d'entendre la manière dont vous avez conçu ces livres et la manière dont d'une certaine façon, vous nous les offrez. Alors, les deux livres d'Omar Youssef Souleiman, donc le dernier syrien et le petit terroriste, publiés aux éditions Flammarion. Les deux livres de Jad Hilal, publiés aux éditions Elisade, Une baignoire dans le désert et Des ailes au loin. Ces 4 livres, mais aussi bien d'autres, évidemment, sont disponibles dans les bonnes librairies et tout particulièrement à la galerie Guillaume à Caen. Merci à ceux qui ont bien voulu nous suivre ce soir. Merci à l'Espace Sangor qui a organisé la soirée. Merci surtout à vous deux. Bonne soirée à tout le monde et très bonne lecture. Merci à toutes et à tous. Merci à tous ceux qui ont assisté à la rencontre et merci Bernard pour la modération et à l'Espace Sangor.